Alors, je voulais à nouveau remercier les organisateurs pour cette sollicitation. Je voulais aussi préciser que cette sollicitation de maintenant, qui ne figure pas dans le programme, m'a été demandée hier par Oki Sensei. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs cette nuit. Ça va peut-être expliquer que c'est en partie un peu peut-être désorganisé ou en tout cas fait rapidement. Je vais essayer de parler lentement pour les traductrices, que je remercie aussi, puisqu'elles doivent elles-mêmes improviser, puisque le texte ne leur a pas été envoyé à l'avance, ou en tout cas très à l'avance. Si jamais je parle trop vite, faites-moi signe. Monsieur Oki m'a demandé de réagir aussi à cette dernière table ronde sur la question des certifications. Donc si j'ai bien compris, mais je crois que j'ai bien compris puisque les communications d'aujourd'hui l'ont redit, il y a donc une évolution des procédures de sélection dans l'entrée à l'université au Japon, et donc avec des positionnements qui ont été exprimés par les différents communicants. Alors, ce que je vais faire, c'est vous parler un peu de ce qui se passe en France, aussi pour l'enseignement du français langue étrangère, et puis ensuite faire quelques remarques, encore une fois, un peu décousues, puisque j'ai fait ça hier soir. Alors, en France, la tendance qui est décrite là, elle est moins sensible. On n'est pas à proposer des certifications, et notamment des certifications issues d'organismes certificateurs privés pour l'entrée à l'université. De toute façon, chez nous, l'entrée n'est pas est censée ne pas être sélective, on va dire. En tout cas, c'est pas encore le cas officiellement. Par contre, si la tendance n'est pas là officiellement, enfin en tout cas si ça n'existe pas officiellement, la tendance, elle n'est pas pour autant inexistante. Ça arrive petit à petit. Je vais vous donner deux exemples. Le premier qui concerne l'université. Alors, je reviens un peu en arrière. Ça arrive petit à petit, mais vraiment plutôt de manière encore très marginale. Donc pour l'université, il y a eu une proposition très récente, ça date d'il y a peut-être 1 ou 2 mois, du Premier ministre pour conditionner l'obtention de la licence. Alors en France, la licence, c'est le premier diplôme après le bac, qu'on obtient après 3 années d'études. Donc de conditionner l'obtention de la licence à une certification en langue étrangère. Et dans les faits, à une certification en anglais, émanant, donc une certification qui devait émaner du réseau ALTE sur le modèle du TOEIC et du TOEFL. Donc, cette prise de position, elle est récente. Elle a été faite sans concertation avec un certain nombre d'associations, par exemple, de chercheurs ou d'enseignants impliqués dans les langues. Et elle a été notamment dénoncée, comme j'ai cru comprendre qu'il y a aussi eu des dénonciations et des prises de position fortes ici. Elle a été dénoncée par les responsables d'une certification française de langue qui s'appelle le CLES. Donc c'est une certification qui a été élaborée par des universitaires français pour l'université française. Et donc c'est une dénonciation qui a été soutenue aussi par différentes associations de didactique des langues. Ça commence petit à petit à s'organiser, comme vous l'avez un peu décrit ici. Alors les motifs qui ont été avancés pour dénoncer cette décision, qui encore une fois a été prise sans concertation, la première, on la retrouve aussi ici, c'est la centration sur l'anglais. Et non pas une politique de valorisation ou d'encouragement à la diversité des langues enseignées à l'université. Deuxième motif qui a été développé dans le courrier qui a été adressé au ministre par les collègues qui s'occupent de cette certification, c'est le dévoiement de la formation au profit de la seule visée certificative, puisque là, ce n'est pas un test pour rentrer, mais vous avez aussi parlé des effets pour le lycée, de la certification, c'est un peu le même effet, c'est que finalement, il va y avoir ce qu'on appelle le teaching to the test, c'est-à-dire qu'on va enseigner pour réussir au test et on ne va pas enseigner pour apprendre les langues. Troisième argument qui a été donné, c'est l'inadéquation
entre les compétences en langue dans les textes institutionnels qui visent plutôt justement à développer des compétences, et puis les contenus du test qui sont plutôt des tests pour le coup d'ordre grammatical. Quatrième argument, c'est, et je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que les établissements universitaires et les enseignants se trouvent totalement dessaisis de la question des langues, dessaisis de la politique linguistique dans leur université, et pour les enseignants, dessaisis de la responsabilité et aussi de la compétence qu'ils ont autour de la conception d'examen. Donc, en fait, ils se trouvent réduits à des prestataires de services au service d'un organisme extérieur. Autre argument qui a été donné, que j'ai entendu aussi ici, c'est que le diplôme national, enfin un diplôme national, puisque la licence en France, c'est un diplôme reconnu par l'État. Donc un diplôme national est conditionné à un test privé, ce qui pose quand même un problème pour un service public. Et puis, dernier point qui me semble important, c'est aussi le coût de la passation, puisque ce sont des tests payants. Donc la question est encore posée, qui va payer? Les universités qui n'en ont de toute façon pas les moyens, les étudiants dont il n'est pas sûr qu'ils aient les moyens, alors que le CLES est toujours, puisqu'il existe quand même encore, une certification gratuite. Autre exemple qui montre que ce type de tendance commence à arriver, mais encore une fois marginalement en France, c'est dans les lycées, où l'idée a été proposée, mais pour l'instant, elle n'est pas appliquée. Donc, attention, ça n'est pas appliqué. Mais l'idée a été proposée d'introduire la certification du Cambridge pour les classes de seconde européenne anglais. Donc, les classes de seconde européenne, ce sont des élèves qui bénéficient d'un enseignement aussi de l'anglais renforcé, mais aussi en anglais. Alors, je vous renvoie, si ça peut vous intéresser, vous pouvez me joindre, je vous donnerai les références de l'article. Il y a un ensemble d'articles très intéressants qui sont parus dans une revue professionnelle qui s'appelle les Cahiers pédagogiques. Donc, c'est une revue française pour les enseignants. Donc, c'est vraiment plutôt une revue professionnelle qui permet aux enseignants de se renseigner sur les pratiques qui existent. Et donc, ce qui était très intéressant dans cet ensemble d'articles, c'est que les deux prises de position étaient représentées. Donc, il y avait des articles qui dénonçaient cette proposition, un peu avec les mêmes arguments. L'argument du coût, qu'est-ce que ça va coûter à l'éducation nationale, puisqu'il va falloir acheter, payer les tests, de l'utilité. Le fait que ces certifications n'évaluent pas toutes les activités langagières, et puis là encore la réduction du métier d'enseignant à un métier de technicien qui applique des choses qui sont faites en dehors de lui. Voilà. Et puis les autres approuvent, enfin il y avait d'autres articles qui étaient plutôt là pour approuver cette idée, alors avec les arguments suivants, le caractère objectif des tests, c'est-à-dire que les résultats sont reproductibles, éventuellement même automatisables. Et puis l'autre argument, c'était le caractère scientifique de ces tests, puisque leur élaboration repose sur une démarche rigoureuse, scientifiquement fondée, appuyée sur la psychométrie, etc. Et donc les tests, de point de vue, seraient un progrès par rapport à des évaluations plus artisanales. Donc là aussi, on voit finalement les deux types de positions. Dernier exemple, moins pour la France que plutôt pour le français à l'étranger, ce n'est pas tout à fait le même enjeu. Là aussi, la tendance, elle existe, peut-être de manière plus forte, même si je n'ai pas une représentation globale au niveau de ce qui se passe dans le monde. Mais pour ce que je peux voir par rapport à des stages, par exemple, qu'obtiennent nos étudiants pour des stages dans des pays étrangers dans lesquels ils sont appelés à être assistants de l'attaché de coopération, par exemple, il y a plusieurs stages dans lesquels, en fait, une de leurs missions était de travailler avec l'ambassade pour, en tout cas la coopération, pour dialoguer avec les États partenaires pour proposer de remplacer le diplôme local par le DELF, donc c'est le diplôme de langue française qui est élaboré par l'Éducation nationale française. Donc j'ai par exemple eu encore récemment le cas avec un étudiant qui a fait ça en Croatie. Donc l'avantage côté français qui était mis en avant, c'est qu'une bonne partie de l'organisation de la passation du DELF n'est plus organisée
par la France, mais est délégué au système éducatif local qui introduit le DELF dans son propre système éducatif. Et donc l'argument, c'est que finalement, le temps économisé à mettre en place le DELF pourrait être réutilisé plutôt pour former les enseignants à faire passer la certification. L'autre argument développé, là aussi plutôt à l'appui de cette introduction, c'est que la certification constitue, enfin en tout cas du point de vue français, une manière efficace de diffuser le français et de garder le français présent dans les écoles. Et puis, autre argument, c'est que la certification DELF, alors elle n'est pas du type TOEFL, hein, c'est pas des QCM, mais elle reste néanmoins psychométriquement calibrée, conforme à une procédure d'élaboration standardisée. Donc, de ce point de vue, elle est présentée aussi comme scientifiquement fondée. Alors, je ne vais pas revenir sur les problèmes que ça pose, c'est à peu près les mêmes que ceux que je viens d'évoquer pour les deux autres exemples, hein, le coût, la déresponsabilisation des enseignants, la négation de leur expérience, etc. Alors, il me semble que ces différents exemples, qui rejoignent les cas que vous avez rapportés ici pour le Japon, il me semble que ce que ça montre, c'est déjà qu'il y a une grande divergence de point de vue sur cette question des certifications, et que ces divergences, elles sont certainement en partie inconciliables. C'est ce que je disais hier, je ne suis pas sûre que sur un certain nombre de sujets, on puisse réussir à trouver, ou en tout cas pas à court terme, un consensus. Alors évidemment, les positions que j'ai rapportées là, avec un peu des arguments pour et des arguments contre, c'est souvent beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus parfois mélangé et articulé. Ça n'est pas aussi binaire, mais là, j'ai pas le temps de faire ça de présenter ça de manière plus affinée. Hein. Mais en tout cas, il y a vraisemblablement de grandes divergences et en tout cas des difficultés à être d'accord sur quoi faire, hein, ou à trouver un consensus. À mon avis, parce que en fait, ces arguments renvoient à des conceptions extrêmement différentes de l'évaluation et de la certification. Hein. Quelque chose d'un côté qui devrait être scientifiquement fondé, quelque chose de l'autre côté qui en appelle plutôt à l'expérience des enseignants, à leur savoir-faire, ce qui n'est pas tout à fait du même ordre. Ça renvoie aussi à des conceptions, je pense, assez différentes de la langue, et puis peut-être, et surtout aussi, à des conceptions assez différentes de ce que c'est que le métier d'enseignant et des responsabilités sociales qu'on a en tant qu'enseignant. Alors, quelques réflexions en vrac, et donc, encore une fois, pas tellement ordonnées autour de tout ça. La première, c'est autour de l'argument de la scientificité des tests. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cet argument. Comment, disons d'un point de vue pratiquement anthropologique, comment et pourquoi et à quelle fin est mobilisé cet argument de la scientificité? Qu'est-ce que ça cherche à valider? Qu'est-ce que ça éventuellement laisse de côté dans les argumentations? Alors, il me semble que l'argument de la scientificité, notamment dans l'époque actuelle, qui est très demandeuse d'efficacité, d'expertise, de reproductibilité, de technicité, l'argument de la scientificité, il rend les tests, a priori en tout cas, inattaquables. On peut difficilement, par exemple, imaginer un organisme certificateur qui mettrait sur la première page de son site « Nos tests ne sont pas scientifiques, nos tests sont artisanaux, nos tests sont finalement... le processus même, par exemple, d'évaluation s'appuie sur l'expérience de nos correcteurs. » On voit assez difficilement actuellement comment une telle position pourrait être tenable pour des organismes certificateurs. Donc, l'argument de la scientificité, il rend a priori les tests inattaquables, puisqu'ils seraient finalement scientifiquement élaborés, donc opératoires, alors que les évaluations élaborées localement, plus ou moins artisanalement, elles, ne le seraient pas.
Et l'autre argument qu'on trouve assez souvent, c'est que la scientificité des tests, elle est d'autant plus nécessaire que les enjeux sont forts. On trouve le terme en anglais, high stakes testing, donc des évaluations qui seraient à enjeu social fort. Et donc, plus l'enjeu social est fort, plus le test devrait être scientifiquement fondé. Alors, si on pense que la didactique des langues, elle est d'abord... là, je parle de la recherche, pas forcément uniquement de l'intervention, mais la recherche, mais aussi en tant qu'enseignant, d'une autre manière. Si elle est d'abord politique avant d'être technique, c'est-à-dire si, en tant qu'enseignant ou en tant que chercheur, on est d'abord des acteurs de notre société, des acteurs sociaux, avant que d'être des techniciens. Si on lit donc la didactique d'abord de manière politique, avant de la lire de manière prioritairement à une lecture, disons, méthodologique et technique de ce qui se passe dans notre domaine et de ce qui se passe dans notre société. Donc si on considère sous l'angle politique, c'est-à-dire sous l'angle des choix qui sont opérés, pas toujours explicitement et pas toujours consciemment, je ne veux pas dire qu'il y a une espèce de grand complot, pas du tout, mais il y a des choix qui sont opérés, parfois parce qu'on n'a pas conscience que d'autres choix existeraient, tout simplement, ça peut être par ignorance. Donc il y a aussi des choix qui ne sont parfois pas opérés, mais ne pas opérer de choix, c'est un choix. Donc la question de la scientificité des tests, elle est sans doute plus complexe et elle mérite d'être discutée. Alors, je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est un exemple personnel qui revient un peu à ce qui a été présenté ici sur la comparabilité des tests. Moi, j'ai participé il y a quelques années, il y a plusieurs années, à un panel d'experts pour un organisme certificateur. Et ce panel d'experts devait en fait revoir l'étalonnage des exercices, des items, en fonction des niveaux du cadre. C'est ce qu'on appelle les scores de césure, c'est-à-dire vérifier qu'un exercice ou un item est bien du niveau A1 et pas du niveau A2. Et donc, où est-ce qu'on fait passer la barre entre A1 et A2, A2 et B1, etc. Donc, on nous a formés à toute une procédure assez rigoureuse, appuyée sur la psychométrie. Donc, on a eu une journée de formation et puis ensuite, on a travaillé dans le comité d'experts à partir d'exemples, d'items classés. Et le consensus qui s'est dégagé au sein de ce comité dit d'experts, au bout de la journée, c'est que les items étaient finalement trop faciles, si je veux le dire en termes usuels, c'est-à-dire que finalement, des exercices qui passaient pour du niveau B1 relevaient plutôt du niveau A2, et donc il fallait décaler les scores de césure. Alors, ce qui nous a été répondu par la direction de cet organisme certificateur, c'est qu'ils entendaient bien l'avis qui faisait... Enfin, on était censé tomber sur un consensus, donc qui faisait en tout cas officiellement consensus au sein du comité d'experts. Cet avis a été entendu, mais il n'allait pas être pris en compte parce que sinon, il n'y aurait plus d'étudiants étrangers à Sciences Po. C'est l'argument qui nous a été donné. C'est-à-dire que, certes, alors ça nous a été dit comme ça, si je glose plus largement, la France a besoin d'étudiants étrangers, et donc si le test est rendu plus difficile, il y a moins d'étudiants étrangers. Autrement dit, il y a des enjeux politiques dans les certifications et ces enjeux politiques prennent le pas sur les enjeux scientifiques, même si l'habillage argumentatif de ces tests reste un habillage de façade scientifique. Le deuxième exemple, c'est sur la notion d'enjeu fort, donc high stakes en anglais, qui est souvent utilisée pour justifier l'usage des tests scientifiquement calibrés. Et alors là aussi, je pense qu'on peut essayer de le voir avec un regard un peu distancié. Alors d'une part, parce que l'argumentation consiste... Je vais plus vite ? D'accord. L'argumentation consiste à dire que plus les enjeux sont forts, plus les tests devraient être scientifiquement fondés. Et seuls, finalement, les organismes certificateurs ont les moyens logistiques, techniques, humains, d'élaborer ce type de test. Et donc, de ce point de vue, si je prends un léger raccourci, puisque je dois aller très vite, il y a une forme de conflit d'intérêts, puisque d'un côté, les organismes certificateurs participent à la préconisation d'examens scientifiques, et en même temps, d'un autre côté, sont les seuls à pouvoir réaliser la demande.
Alors, pour aller très vite et terminer, qu'est-ce que je veux vous dire pour terminer ? Peut-être quand même sur le rôle du cadre dans cette histoire, parce que je n'ai pas parlé du cadre ici, ce n'était pas mon but. Alors, il me semble qu'il y a des critiques qui sont parfois très manichéennes, qui sont menées sur le cadre, qui font du cadre comme un espèce d'unique responsable de tous les maux actuels de la didactique des langues. Alors ça, je pense que ça n'a pas forcément lieu d'être en soi, et que certains des arguments développés trouvent leurs limites. Par contre, si le cadre n'est pas nécessairement la cause d'un certain nombre de tendances qui ont été développées ici, je pense que les organismes certificateurs n'ont pas forcément besoin du cadre pour s'imposer dans un marché concurrentiel. En attendant, déjà en 2011, dans l'ouvrage que j'ai écrit sur l'évaluation avec Claude Springer, on avait noté la phrase suivante, je l'ai retrouvée hier: « Il nous a semblé important de ne pas occulter l'irrésistible », ça c'était 2011, donc c'était il y a 7 ans, donc le temps qu'on l'écrive c'était plutôt 8 ans, « il nous a semblé important de ne pas occulter l'irrésistible ascension de l'évaluation institutionnelle, ni même le rôle que le CECR a joué dans cette tendance qui peut paraître lourde de menaces. » D'accord ? Donc le CECR n'est certainement pas l'unique cause. En attendant, il joue un rôle dans cette tendance et il est aussi à minima le symptôme d'une tendance dominante plus large qui finalement pense les langues essentiellement sous un angle, disons, utilitaire, instrumental, même si on y ajoute, ou pour compenser, on y ajoute des dimensions plus soft, on va dire, comme le plurilinguisme, l'interculturel ou encore les émotions. Voilà, je finis là-dessus.